Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle heure en votre compagnie. 60 minutes pour comprendre et décrypter l'actualité nationale et internationale avec nos observateurs et nos spécialistes. Avant de vous présenter les invités qui sont avec nous ce soir sur le plateau, un petit rappel. Vous le savez, 60 minutes pour comprendre est aussi votre émission. Vous pouvez prendre la parole et partager vos réactions ou poser vos questions à nos invités sur la page Facebook de Midi 1 TV ou via Twitter, #60MPC. Les invités de ce soir qui ont répondu présent, Monsieur Guillaume Jobin, bonsoir, vous êtes le président de l'École supérieure de journalisme à Paris et vous êtes aussi écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur des personnalités historiques marocaines, bienvenue. Merci. Monsieur Olivier Do, bonsoir et bienvenue également, vous êtes chargé de cours en sciences politiques à l'École de gouvernance et d'économie à Rabat, qui fait partie de l'Université Polytechnique Mohamed VI, bienvenue également. Monsieur Mohamed Ezouak, bonsoir. Vous êtes maintenant un habitué. Vous êtes le directeur du site yabiladi.com. Et enfin, Monsieur Abdelatif Lazizi, bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Le Courrier de la Classe. C'est un magazine qui est fait en France et qui s'adresse à la communauté maghrébine française notamment. Vous avez ramené le dernier numéro qui titre « Les empêcheurs du vivre ensemble ». Et on va comprendre pourquoi vous êtes là ce soir dans un instant. Ce n'est plus seulement un risque éventuel, c'est désormais une réalité et ce n'est plus une simple vague, c'est un tsunami. Le Front National est arrivé largement en tête des élections régionales qui se sont tenues ce dimanche en France. 28% des votes exprimés sur le plan national sont allés vers le parti de Marine Le Pen, soit 1 point de plus que les partis de la droite ou 5 points de plus, presque 5 points de plus que les partis de gauche. Alors, vote sanction contre les partis traditionnels ou vote de conviction, la question est désormais posée. Comment appréhender et comprendre l'installation non seulement idéologique mais aussi désormais politique du Front National? Comment l'endiguer? Et surtout, à quoi faut-il s'attendre en cas de victoire du FN? Quelles conséquences pour le vivre ensemble et pour la diversité en France? Le FN s'installe et maintenant, c'est la question que l'on pose ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Un résultat magnifique pour Marine Le Pen. La présidente du Front National n'a pas caché sa joie après le succès historique de son parti. L'extrême droite est arrivée en tête dans 6 régions sur 13 au premier tour des élections régionales et espère rafler la présidence de plusieurs d'entre elles dimanche prochain. Le FN a enregistré un score record de 27,2% à 30,8% selon des estimations d'instituts de sondage, soit un peu plus de 6 millions d'électeurs pour 13,4% des inscrits, contre 4,9% seulement dans les régionales de 2010. Le FN devance largement l'opposition de droite et les socialistes du président François Hollande dans 3 régions clés, au nord, en sud-est et en est. Le PS dirigeait jusqu'à présent la quasi-totalité des régions, promis à une large victoire avant les attentats du 13 novembre. Le Parti des Républicains a vu ces dernières semaines les intentions de vote en sa faveur s'éroder au profit du FN. Pour le premier tour des régionales, l'abstention est proche de 50%. Si Nicolas Sarkozy refuse toute fusion ou tout retrait, le PS a déjà annoncé qu'il retirait ses listes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour contrer le FN. Le parti a connu un véritable succès électoral à l'exemple de plusieurs formations politiques en Europe qui prônent les mêmes principes. En Suisse, le parti populiste anti-immigration a rassemblé 28% des voix aux dernières élections fédérales d'octobre 2015. Au Danemark, le parti du peuple danois a eu 21% des suffrages lors des dernières législatives. Le programme de ce parti proclame que le Danemark n'est pas un pays d'immigration et ne l'a jamais été. En Suède, le parti d'extrême droite a rassemblé 13% des suffrages aux législatives de 2014. Mais selon un sondage, un quart des électeurs seraient prêts à voter à droite en raison de la crise des migrants. Aux Pays-Bas, le parti pour la liberté de Geert Wilders était à 10% lors des dernières législatives de 2012. L'extrême droite est très faible en Allemagne avec le Parti national-démocrate. Quant au mouvement islamophobe Pegida, il est absent aux urnes. Alors, messieurs, une question toute simple pour commencer. Le 21 avril 2002, tout le monde avait titré, après le passage du FN au premier tour des présidentielles, tout le monde avait parlé de choc et avait titré sur le choc. Le 6 décembre 2015, est-ce que c'est toujours un choc? Monsieur Jobin. Un choc qui dure 13 ans, c'est plus un choc, c'est un mouvement stable.
Moi, je pense que ça ne fait que constater le vide politique qui s'emparait de la France, et pas que de la France, d'ailleurs, d'une bonne partie de l'Europe. Et ce vide attire justement toutes les pulsions un peu malsaines dans lesquelles je classe une des motivations des électeurs du Front National. Monsieur Ezouak. C'est vrai que les médias titrent le choc, ils ont quand même plutôt participé justement à l'arrivée ou à la montée du Front National et de leurs idées, qui se sont diffusées d'ailleurs au sein des autres partis politiques. Quand on voit rien qu'aujourd'hui une chronique qui a été publiée sur Libération, le quotidien Libération, qui justement en rajoute encore une fois, alors qu'on est en entre-deux tours, en rajoute encore une fois sur l'islamophobie, sur cette peur d'une femme voilée. Donc on voit très bien que ces médias-là participent finalement. Alors ils se disent choqués parce qu'effectivement ils ne veulent pas être gouvernés par des gens du Front National, mais la réalité c'est qu'ils participent à la diffusion des idées, à ce côté un petit peu démocratisation finalement des idées les plus xénophobes, les plus nauséabondes. Monsieur Al-Azizi, c'est un choc ou c'est juste la confirmation de quelque chose d'attendu? C'est de l'hypocrisie médiatique, tout simplement. Parce que, si vous voulez bien, je veux juste donner quelques dates. Je vous en prie. Voilà. En 84, le FN a fait une première percée de 11% aux élections européennes. En 2002, il fait 17% des suffrages. Et alors que Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. On est dans du lourd. Le succès de Le Pen sera régulièrement confirmé et tous les scrutins qui viennent après, jusqu'à l'élection présidentielle de 2007, au cours de laquelle, il y a eu un petit flottement de 10% des voix, mais après, ça repart. Alors, les élections régionales de 2010, c'est un premier tour à plus de 11%, plus de 17% au deuxième tour. En 2011, Marine Le Pen, qui prend la présidence du Front National, entreprend ce qu'on appelle la stratégie de dédiabolisation pour ratisser large. Résultat, à l'élection présidentielle de 2012, un véritable succès pour le FN, qui termine 3e avec près de 18% des voix. Alors là, quand on arrive avec des chiffres pareils, et lors des élections européennes du 25 mai 2014, le Front National devient pour la première fois depuis sa création le premier parti de France en termes de résultats relatifs, avec un score historique de 24,95%. Donc on ne va pas venir en 2015 nous raconter que on ne s'attendait pas au succès du Front National et qu'on est choqué. Moi, je trouve ça un peu hypocrite. On a vu la montée du FN depuis les années 80. C'était du lourd, ça arrivait, et aujourd'hui, on ne va pas pousser des cris d'orfraie. Je pense que l'autoroute est bien tracée pour les présidentielles. On va y revenir sur ce que cette victoire implique pour les présidentielles. Monsieur Olivier Dault, votre réaction par rapport à ce résultat de dimanche? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est à la fois un choc par l'ampleur de la victoire, mais ce n'est pas un choc vraiment surprenant. Mais l'ampleur de la victoire, hier, le FN a totalisé 6 millions de voix, en fait. 6 millions d'électeurs. 6 millions d'électeurs dans un contexte où seulement la moitié des Français ont voté, tel que vous l'avez dit. Pour se comparer la performance, Marine Le Pen avait environ totalisé 6 400 000 voix lors de la présidentielle en 2012, mais dans un contexte où 85% des Français votent une présidentielle. Les gens se déplacent massivement pour voter parce que l'enjeu national est extrêmement fort. Donc on voit une élection qui est censée être mineure, qui se place à un an et demi avant les présidentielles de 2017, et qui, dans un contexte d'abstention forte, en fait, confirme le socle de voix du FN. Maintenant, c'est un construit aussi, tel que M. Azizi l'a fait remarquer en 84, la première percée. C'est au fond que la droite classique, qui était à l'époque incarnée par Jacques Chirac, le RPR, avait pris des positions pro-européennes, en fait, en réalité, et le FN, d'un petit parti qui était quasiment, en fait, de
d'anciens collabos ou d'anciens poujadistes, en fait, est devenu un parti qui a commencé à incarner une idée nationale ou une idée nationale hors de l'Europe. Et beaucoup de gens à droite se sont retrouvés dans cette idée. Maintenant, au cours de ces 25 dernières années, c'est un parti qui a beaucoup évolué. C'est un parti qui a fait de très bons scores au présidentiel parce le chef imprimait bien médiatiquement, Jean-Marie Le Pen à l'époque, mais aussi qui a su s'agréger au fur et à mesure de la transformation industrielle et sociale en France, et notamment des années de crise, des années de déclin de l'industrie ou de transformation des différents métiers et des territoires. Il a su s'agréger de très nombreux électorats, notamment dans le périurbain, dans l'urbain, les ouvriers qui ont déserté massivement la gauche. Au cours de ces 15 dernières années. Et donc il challenge en fait, et on est dans un espace en fait où finalement ce que disent aujourd'hui les analystes politiques, c'est la tripartition. Il reprend un espace en fait qui, toute proportion gardée, fait penser un petit peu à l'espace politique tel qu'il était structuré à la 4e République en France en fait en réalité, avec un bloc national très nationaliste, une droite libérale pro-européenne et une gauche socialiste. Et donc c'était le MRP, la SFIO et les nationaux qui se partageaient en fait le jeu politique en France. On est dans une phase de retour à cette configuration. On est dans une phase de retour à cette configuration, me semble-t-il, en termes de socle, de voix, d'idées, d'idéologie, mais aussi en fait malgré des institutions ou des modes de scrutin qui ont été construits précisément pour les empêcher. Parce que tout le travail de la 5e République, tel qu'il a été conçu, ça a été de créer des scrutins majoritaires et non pas des scrutins proportionnels pour effectivement canaliser en fait en deux blocs en fait en réalité l'expression politique en France. Et donc avec un système de majoritaire en deux tours. Est-ce qu'il faut refonder ça par rapport à cette évolution du FN? Vous parliez tout à l'heure, Monsieur El Azizi, en termes de pourcentage de vote. On a les chiffres aussi par rapport au nombre d'inscrits sur les listes électorales. La progression la plus spectaculaire est celle qui concerne les régionales. En 2011, 4,90% des inscrits votaient FN. En 2015, ils sont 13,40%. C'est presque multiplié, c'est plus que multiplié par 3. Et au présidentiel, en 2007, c'était 8,5% des inscrits, c'était 14% au présidentiel de 2012. Donc face à cette avancée qui n'est plus rampante, mais qui est probante, est-ce qu'il faut refonder le mécanisme électoral? Est-ce qu'il faut refonder le système politique? D'un point de vue moral, ça me choque de refondre un système électoral quand on est en pleine période de crise. Enfin, de crise, pas économique, mais de crise électorale, de crise politique. Il faut mieux attendre que les choses se soient stabilisées d'une manière ou d'une autre, et puis ensuite que le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat et de l'appareil politique envisage un changement ou pas. Il est certain que la proportionnelle, en France, depuis la libération, depuis 1945, est plutôt un facteur de désordre que de progrès. Quel que soit le niveau, que ce soit au municipal ou au régional. Enfin, je parle sous le contrôle du chercheur en sciences politiques, mais du point de vue de profane, c'est le mien. Monsieur Ezouak Sur la partie, enfin, les chiffres que vous avez indiqués sont très importants parce qu'il y a eu une sorte de déni dans les rendez-vous électoraux précédents où on avait la classe politique dans son ensemble, enfin en tout cas les partis de gouvernement, les partis traditionnels, dans leur ensemble, les politiques disaient non mais en fait quand on regarde dans le détail, l'avancée du Front National, l'avancée de Marine Le Pen n'est pas si extraordinaire que ça, il y avait même d'ailleurs pas du tout d'avancée, c'est une stagnation. Et c'est juste parce qu'il y a un peu d'abstention et donc forcément en fait il faut pousser les abstentionnistes à participer. En réalité on voit très bien qu'il y a une avancée, une progression progression massive du vote Front National. On n'est plus dans un vote, d'opposition, enfin un vote, oui, de réaction. On est vraiment dans un vote d'adhésion. On est beaucoup plus en adhésion avec les idées du Front National, avec ces petites idées qui étaient un petit peu en confetti avant, où on parlait Europe d'un côté, on parlait d'immigration de l'autre, on parlait de l'élite financière, etc. Et puis là, tout commence à prendre forme, notamment depuis la crise en Europe, la crise économique, et surtout avec les derniers attentats en 2015. Les deux vagues d'attentats ont fait effectivement peut-être beaucoup de bien aussi. Donc tous ces éléments ont donné un peu une sorte
sorte de cohésion, de liant au discours du Front National. Par exemple, d'ailleurs, ils n'ont plus besoin de parler. Vous savez, nous, on vous l'avait dit, on n'a pas besoin de réagir par rapport aux différents événements. On a juste à marteler, et d'ailleurs, vous le voyez très bien, c'est Emmanuel Valls, le Premier ministre, et d'ailleurs toute la classe politique reprend finalement les idées les plus sécuritaires du Front National. Est-ce que on va vers une dédiabolisation du FN? Est-ce que ces scores marquent la fin de la diabolisation du FN avec une banalisation de la parole raciste? Vous le disiez il y a un instant, avec cette reprise par des partis traditionnels des thèses du Front National. Oui, je pense que ouais, c'est peut-être malheureux de le dire, mais je pense que la population française est de plus en plus en phase avec aussi bien l'idéologie du FN, parce qu'en fait, à quoi est dû le succès du Front National? C'est que, moi je pense, à mon avis, le succès est dû à deux choses. La première, c'est que le FN tient d'une part un discours très simple pour régler les problèmes complexes. Lui, il a des réponses très simples. Pour le chômage, il a des réponses toutes faites. Pour régler le problème de l'immigration, il a des réponses toutes faites. Ce qui plaît un peu à l'électorat de base. Et deuxièmement, le FN, contrairement aux autres partis, le PS et la droite, a une idéologie. Et aujourd'hui, c'est l'idéologie qui fait l'adhésion. Donc on est dans un vote de conviction et pas seulement dans un vote sanction. Voilà, c'est un vote de conviction. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qui me fait dire que moi, je pense que l'autoroute est toute tracée pour les FN, pour les présidentielles, contrairement à ce qu'on... Moi, je dirais pas un vote de... Enfin, mon point de vue, je critique pas le vôtre, mais c'est pas un vote de conviction, c'est un vote de décomplexation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électeur du FN, eh ben, il a aucun mal à critiquer l'islam, à dire du mal des grands patrons, à critiquer l'Europe. Donc on est vraiment dans la dénégation. On est dans le je monte les Français les uns contre les autres. Donc c'est pas de la conviction, parce que c'est pas une idéologie de dire que on est anti-musulman, qu'on est anti-patron, qu'on est anti-Europe. C'est juste de la réaction c'est des propos de bistrot. Enfin, moi j'ai l'impression que aujourd'hui c'est le parti des gens qui ont le coude sur le bistrot et qui disent il y a qu'un faucon, on a des réponses simples à des problèmes compliqués. Si c'était aussi simple que ce que le FN veut le faire, je pense que les deux gouvernements socialistes et républicains l'auraient déjà fait depuis longtemps. Monsieur Do. Effectivement, sur les deux questions, sur la banalisation, je pense qu'elle est la banalisation du discours du FN, en tout cas, elle est prégnante, elle imprègne en fait les discours des autres partis politiques tels que ça a été dit. Et je pense qu'aussi le changement de chef, en fait, l'émergence de Marine Le Pen, ou même d'un nouveau discours FN, ou l'avènement même de faire amener toute une autre génération, en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes élus aussi dans la roue de Marine Le Pen, a montré une autre image de ce parti, et l'a complètement sorti de ce carcan, en fait, dans lequel médiatiquement on avait engoncé Jean-Marie Le Pen. Et donc en fait, finalement, cette banalisation-là, elle est tellement forte, et même cette dédiabolisation, qu'au fond, pour reprendre à la question que vous posiez, est-ce qu'il faut changer les modes de scrutin pour contrer ce phénomène? Déjà, mécaniquement, ce serait tout à fait antidémocratique, mais en plus, on voit, ou même ça jouerait à l'inverse, en fait, probablement à l'avantage des thèses du FN, mais on voit que même quand ça a été fait, par exemple, à l'exemple des régionales, où le mode de scrutin, en fait, a été sensiblement modifié, en fait, pour un peu avant ces régionales-ci, pour donner une prime majoritaire, en fait, aux partis qui arriveraient en tête, en fait. En réalité, dès 98 pour les régionales, scrutin proportionnel, la droite avait été obligée de s'allier dans certaines régions, notamment en Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le FN pour pouvoir gouverner. Et donc pour éviter ce dilemme, en fait, de devoir s'allier avec le FN, en fait, en gros, le PS et l'UMP s'étaient à peu près mis d'accord sur un nouveau système de vote qui donnerait cette prime majoritaire, donc qui compenserait, en fait, l'effet de la proportionnelle. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est précisément cette prime majoritaire qui va probablement faire en sorte que
le FN puisse s'accaparer deux régions en fait et les diriger. Et parfois donc, même en fait, sans finalement, aucune opposition toutes les combinaisons de processus politiques sont largement inefficaces en fait derrière quelque chose qui s'apparente effectivement à une sorte de poussée idéologique, une vague de fond qui peut être pas seulement en fait, c'est pas seulement un rejet ou une critique, mais il y a une vraie aspiration en fait à rebâtir, ou un vrai questionnement qui est de rebâtir une réalité nationale, en fait, une idée nationale. Et la question qui travaille la société française, ou avec laquelle on a travaillé, c'est qu'est-ce que c'est être français? Alors évidemment, cette question, arrive à selon celui qui la pose, arrive à conduire à différents débats et à conduire à des débats excluants, mais qui peuvent aussi aboutir à des débats positifs. Mais en tout cas, cette façon de triturer l'identité dans un monde un peu plus complexe, dans un monde où on voit au journal de 20 heures constamment des catastrophes, des migrations, des guerres, des choses menaçantes, et qui peuvent en plus avoir une matérialisation à deux pas de chez vous, ou en tout cas dans les rues de Paris, tel qu'on l'a vu récemment, ou aux frontières françaises pour régler les questions d'asile et de migrants. Alors, on aboutit à une grande confusion. On va revenir à toutes ces causes, à tout ce cocktail un peu explosif qui pourrait permettre d'expliquer ce vote FN. Mais avant, qui vote FN aujourd'hui? Les jeunes, par exemple, on a des chiffres qui sont sortis sur le scrutin de dimanche. Plus d'un tiers des jeunes de 18 à 24 ans qui ont choisi d'aller voter ce dimanche ont choisi le FN. Comment on explique l'importance du vote Front National dans cette tranche d'âge, Mohamed Ezouak? Je pense qu'il y a une désillusion. C'est-à-dire que même, alors c'est ça qui est grave, c'est que même au niveau de la jeunesse, celle qui était pendant les années fac, on pouvait voir justement des jeunes qui étaient plutôt de gauche, ou en tout cas pas du tout FN et même contre le FN. Aujourd'hui, on a quand même un tiers de l'électorat de cette tranche d'âge qui 35%. Voilà, qui vote FN. Et 28% pardon chez les 24-35. Donc on voit très bien qu'il y a c'est un vote d'adhésion, on l'a dit, et qui transcende les tranches d'âge, qui transcende les territoires. Vous savez, même des verrous comme la Bretagne et l'Île-de-France commencent aussi un petit peu à sauter. On se retrouve avec des scores de 20%, etc. Même si ça n'atteint pas, bien sûr, la région Nord ou l'Alsace ou la région PACA. Mais ça transcende les territoires, ça transcende les tranches d'âge et ça transcende même les catégories socio-professionnelles. Même si, bien sûr, ça reste un vote principalement des classes populaires. J'ai oublié les chiffres, mais on est sur un vote majoritaire au niveau des classes populaires, mais on se retrouve avec des classes plutôt aisées, des professions intermédiaires, intellectuelles, qui maintenant votent Front National parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les idées prônées par les autres partis. Monsieur Jobin. Si vous me permettez de dédramatiser un petit peu, je vais regretter le temps quand j'étais jeune où les enseignants votaient socialistes, les ouvriers communistes et les bourgeois à droite. C'était plus simple. Mais le monde était clair, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est ce que dit Mohamed, c'est qu'on n'arrive pas à dire telle catégorie est le péniste ou n'est pas le péniste. Et moi, je préfère employer le mot le péniste que le Front National. Parce que quand on a un parti où on a le grand-père, la fille et la petite fille, c'est une affaire de famille. C'est une des questions que j'allais poser. Est-ce qu'on vote FN ou est-ce qu'on vote Le Pen? Alors on peut parler de territoire aussi. Il y a des territoires du Front National. En fait, on peut le lire comme ça. En fait, il y a la région PACA. La région PACA, mais pas n'importe où dans la région PACA, parce que vous verrez encore des bastions. Qui résistent bien. Le 04, en fait, un peu au-dessus des Bouches-du-Rhône. Vous avez les Alpes, la Provence, la région le département de Christian-Estrosi, même s'il a beaucoup perdu, la droite a beaucoup perdu, a plutôt résisté. Mais vous avez un vrai problème sur les Bouches-du-Rhône, où là vous avez un parti socialiste qui était une région traditionnellement socialiste, et un parti socialiste qui a pas clairement fait le ménage dans ses rangs, une gestion du Conseil général de cette région dont on n'a pas tiré les leçons, on n'a pas su tirer les leçons. Vous aviez encore dans les têtes de liste de Christophe Castaner qui se présentait en région PACA dans les Bouches-du-Rhône, c'était encore des gens qui étaient plus ou moins liés au système des frères Guérini. Il l'a payé, il a fait 16,5%. Et il a fait 16,5%, et c'est un de ceux
des chefs de file socialistes qui a fait le moins bon score en fait nationalement. Donc vous voyez qu'en fait, surtout sur la région des Bouches-du-Rhône, où vous voyez qu'il n'y a pas une seule commune, où il y en a peut-être une sur les quelques centaines de communes des Bouches-du-Rhône, où le Parti socialiste arrive en tête. Donc vous voyez que la sanction probablement aussi vient d'une certaine histoire de la gestion du département, de la région et de certains liens. Alors il faut lire les territoires, je pense, avec aussi leur historique et leur contexte. Mais comment l'expliquer pour la région Nord-Pas-de-Calais qui était historiquement ancrée à gauche et où Marine Le Pen a remporté plus de 40% vous avez des une déshérence suffrages industrielle. contre 18% Alors les territoires du FN, globalement, en fait, de manière très générique, mais je rejoindrai assez largement ce qui a été dit sur le fait que c'est transclasse le vote FN, et on peut le retrouver partout sur le territoire. C'est un vote largement national, à part la Corse, qui est encore, faut-il définir que la Corse est bien sur le territoire national. Certains Corses le contesteront, mais en tout cas, au-delà de cette blague, le territoire du FN, c'est plutôt des zones périurbaines, les zones du rural, et notamment le rural assez largement déconnecté de l'économie, de dynamique économique. Vous pouvez l'attester, regardons par exemple la région Aquitaine, vous avez par exemple une région qui s'appelle le Médoc, qui est près de l'estuaire, où là vous avez une sociologie très particulière. Vous avez soit des gens qui tiennent des vignes et qui ont des grands vignobles, soit des ouvriers agricoles qui travaillent de manière précaire 6 mois dans l'année. Ce sont plutôt ces gens-là, en fait, en réalité, où vous allez retrouver un vote FN extrêmement fort. Vous allez retrouver un vote FN extrêmement fort dans les emplois précaires, un peu plus fort en prévalence chez les ouvriers, 55% des ouvriers. Vous allez retrouver un vote un tout petit peu plus fort chez les hommes que chez les femmes, mais ça a tendance à s'égaliser, notamment depuis le changement de direction au FN. Encore une fois, Marine Le Pen a un petit peu agi sur la sociologie en fait générale de l'électorat FN. Vous avez enfin dans les CSP+, plutôt des artisans, des commerçants, que vous pouvez, qu'avant traditionnellement la sociologie politique française ou alors quelques analystes classés dans un peu le vieux fond poujadiste en fait de celui qui a son commerce et qui a ses petits intérêts et qui a envie de protéger ses petits intérêts économiques face à la concurrence étrangère, et donc qui est naturellement nationalement centré. Donc vous avez pas forcément une sociologie exacte, mais vous avez des indices dans les territoires. Vous avez, et par exemple aussi, si vous voyez la Corse et la Bretagne, il y a peut-être une histoire à dire aussi sur le récit national. Le FN peut-être incarne cette idée nationale, mais vous voyez qu'en Corse, on ne vote pas FN, parce qu'on n'est pas déjà... Les deux listes nationalistes arrivent avant le Front National. Plus la région est une identité forte, moins elle vote FN. Exactement. En commençant par la Corse, qui est peut-être la région de la France métropolitaine qui est la plus forte, mais ça marche aussi pour le département d'outre-mer. La Réunion a un vote FN qui frise de 2%. La Corse est le plus bas score, et le score le plus bas, la Corse avec 10,5%. Les deux listes nationalistes. La Bretagne est assez faible aussi, qui a l'identité très forte de Breton, plus que d'autres choses, qui transcende un peu les clivages politiques. Donc si on raisonne en scientifique, on pourrait dire que le vote Front National est un vote proportionnellement, il est d'autant plus fort qu'il y a une absence, qu'il y a une perte de l'identité, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur ces gens qui se voient dans une France désagrégée, qui est ni en banlieue, ni à la campagne, ni nulle part, sans travail, sans rien. Monsieur El Azizi. Parce que vous avez parlé au début du vote des jeunes. Les jeunes sont traditionnellement beaucoup plus socialistes, si ce n'est pas communistes. Mais pour moi, ce qui vaut pour les jeunes vaudrait aussi pour... On discutait tout à l'heure avec M. Jobin il parlait de polytechniciens qui votent aujourd'hui FN. C'est-à-dire que si on veut, tout le monde se retrouve un peu, ou retrouve quelque chose à gratter dans le panier FN. Le FN parle à tout le monde. Oui, voilà. Pourquoi du Maroc, Pourquoi exactement? Pourquoi? Parce qu'il faut voir sur qu'est-ce qui a fait monter, quelles sont plus ou moins les raisons objectives et conjoncturelles qui ont permis au FN de faire ce score et d'espérer faire mieux dimanche prochain et au présidentiel. C'est qu'il y a des raisons objectives. Et bien ces raisons objectives, tout le monde se reconnaît dans ces raisons. Le chômage indécent qui touche un peu tout le monde, et en face
Nous avons eu l'expérience de la droite qui n'a rien fait, le chômage est parti encore à la hausse, avec Hollande qui nous a raconté des salades pendant ces années en disant, je ne sais pas la formule qu'il disait, si je ne fais pas tomber le chômage, inverser la courbe du chômage, je ne me présente pas au présidentiel. C'est du pipeau, je suis sûr que donc il y a un manque de confiance qui se traduit par une confiance trahie. Voilà, donc ça c'est des raisons objectives. Les jeunes qui se disent notre avenir est menacé. Voilà, notre avenir est menacé, on est au chômage, ça marche pas, ni Sarkozy ni Hollande n'ont rien fait pour nous, on voit avec Marine Le Pen, peut-être que ça marchera. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle moi les raisons objectives. Il y a eu des raisons conjoncturelles, qui ne sont, je ne vais pas appeler subjectives, mais conjoncturelles. Je peux dire que Daesh a donné un sacré coup de main à Marine Le Pen, puisque les attentats sont venus la veille des régionales. Donc, alors, curieusement, c'est que les attentats ont fait des voix, enfin, si on peut dire que les attentats font des voix, mais pas là où les attentats ont frappé. C'est-à-dire qu'à Paris, où normalement ça devrait être le plus fort, c'est vrai, mais on a l'impression que c'est plus vrai, enfin, c'est d'autant plus vrai que les gens sont plus éloignés de l'épicentre de l'attentat. Oui, ça c'est ce que j'appelle, moi, une raison conjoncturelle très très chaude, l'actualité très chaude. Mais il y a aussi tout le travail de fond, et c'est l'objet de notre dossier de ce mois, c'est tout le travail de fond qui a été fait par ces gens-là. Les empêcheurs du vivre ensemble. Oui, qui ont travaillé pour Le Pen. Ils travaillent gratuitement, ils ne sont même pas payés. Donc, alors, on va y revenir dans un instant. On reviendra sur les... Monsieur Azizi, tout à l'heure, au moins, elle est plus connue d'entre eux. Ça ferait du bien aux francophones d'écouter ça. On va le faire dans un instant. C'est l'heure de faire une pause. Restez avec nous. On revient tout de suite après cette pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, pour continuer à parler des scores du FN ce dimanche à Paris. Juste avant la pause, on parlait de qui vote FN, on a évoqué les jeunes. Mohamed Ezouak, qu'en est-il pour les musulmans? Est-ce qu'il y a un vote musulman ou maghrébin FN en France aujourd'hui? Alors, effectivement, on a parlé du désenchantement des jeunes qui est de plus en plus patent, et parmi cette jeunesse, on voit de plus en plus de jeunes français de confession musulmane qui se disent, alors ils veulent faire sauter la baraque, c'est pas forcément un vote d'adhésion, ils ne sont pas contre l'immigration. Vous savez que dire faire sauter la baraque, ça peut prêter à confusion? Oui, non, mais faire sauter la baraque dans le sens bien sûr figuré, casino tout à fait, et faire sauter la baraque, c'est-à-dire, écoutez, on a voté PS, ça n'a rien donné, on a eu des lois qui nous stigmatisaient, ou en tout cas on a un discours politique qui nous stigmatise. Sarkozy, l'épisode Sarkozy, la même chose. Donc on se dit pourquoi pas aller ce qui vous fait paniquer, à savoir le Front National. Et bien nous on va justement voter pour. C'est une sorte d'opération suicide pour encore utiliser un terme guerrier. Mais et là-dessus il y a quelques acteurs qui ont joué un rôle prépondérant. Quand vous avez la vague Alain Soral et Dieudonné aussi dans une autre catégorie, qui ont travaillé, fait un travail de sape au niveau des quartiers. Quand on voit les conférences d'Alain Soral, qui réunit notamment des Français de confession musulmane, j'avais vu une conférence moi à Lyon, et on se retrouve avec des musulmans qui boivent les paroles de Alain Soral, et qui bien sûr fait tout ce travail-là pour que ces Français de confession musulmane, notamment jeunes, se disent effectivement finalement le Front National, ils sont pas si islamophobes que ça. En tout cas, ils ne le sont pas plus que le PS et les Républicains. Donc on voit très bien que préfèrent l'original à la copie finalement. Oui, et donc même, alors ça reste vraiment un vote de contestataire évidemment, mais on sent qu'il y a eu un verrou qui a sauté, alors qu'évidemment il y a que 10 ans. Personne n'aurait osé, ou en tout cas très peu, aurait osé dire moi je vote Front National parce que j'en ai marre et de toute façon tous pareils, tous pourris, donc autant voter Front National. Monsieur Al-Azizi, oui, on a pas mal de gens qu'on interviewe dans le courrier de l'Atlas. C'est pas vraiment des personnalités, c'est des personnes entre guillemets, qui se disent j'assume mon appartenance au FN. Mais ça reste dans la provoque, on est dans la provoque. Je ne sens pas une adhésion
à l'idéologie du FN. On n'est pas dupe, quoi. Ces deux-là provoquent, et comme le dit Mzouak, ça provient de jeunes un peu qui sont dans cette... Mais sinon, la rupture, je ne dirais pas la même chose du côté de la direction du FN. On réfléchit, et sérieusement, à comment gratter un petit morceau de cet électorat qui est quand même assez alléchant, hein, les quelques millions de... Ce qui est rassurant, c'est que le Français d'origine musulmane, en fait, il vote exactement comme les autres Français. Et ce qui est désolant... Non, mais ça va. Ils sont bien intégrés. Bah oui, ils sont pas bien intégrés. Ils font partie du jeu. Par contre, on comprend que les jeunes aient envie de mettre un peu le bazar et de renverser la cabane sur le chien, comme on dit en Auvergne. Autant je comprends ça chez un jeune, et je comprends très bien qu'un jeune musulman français fasse de la provoque en disant je vais voter Front National. Ce qui me désole, c'est que des gens qui ont fait des études supérieures, on parlait des polytecniciens, mais ou des bourgeois ou des médecins, enfin des gens qui sont évolués, qui ont les moyens, qui sont pas touchés par la crise, votent Front National avec des idées ou des motivations qui sont aberrantes. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi, ou alors peut-être je suis trop vieux dans la situation politique française aujourd'hui. Sur le vote des jeunes, en fait, souvent le vote des jeunes, c'est le vote anti-système, c'est le vote à l'âge de la révolte. Et surtout quand vous êtes les perdants d'un système, tel que l'est une grande partie de la population jeune en France aujourd'hui, c'est-à-dire des formations tronquées, peu de perspectives professionnelles, des CDD ou des stages à plus finir, et on se rend compte d'ailleurs, on retrouve en fait cette révolte-là dans le vote jeune FN en fait. Hein. Il y a des études sociologiques qui ont été produites sur les départementales 2015, et on retrouve des jeunes fortement en CDD ou en premier emploi, avec cette idée de, au fond, donc j'ai eu mon emploi, mais il faut remettre de l'ordre dans tout ça, il faut faire tomber le vieux système, c'est l'âge des révoltes. Alors effectivement, il y a 30 ans, quand on était jeune et qu'on avait envie de faire tomber le système, on votait extrême gauche, LCR, et on embrassait les idées du Parti communiste, ou même un petit peu plus à gauche encore. Aujourd'hui, en fait, ce fond idéologique-là, et où ce récit-là, en fait, il est quasiment inexistant. En fait, finalement, les seuls qui se sont réappropriés en fait un discours social, en fait, en réalité, et ça c'est la grande nouveauté qui a été introduite d'ailleurs par Florian Philippot, qui est une des âmes damnées entre guillemets de Marine Le Pen, qui est un peu l'idéologue en fait du FN, c'est cet aspect social. Jean-Marie Le Pen était un leader qui était libéral. Économiquement, il était libéral. Lui, il n'a jamais fait un discours, en fait, même si il appelait, rappelez-vous, le discours qu'il avait en 2002 quand il était au second cours, il appelait les 100 grades à venir le rejoindre. Donc l'idée de faire révolter le système et de faire bouger le système par le bas avec les petits, avec ceux à qui on peut les laisser pour compte les laisser pour compte du système. Là, il y a un nouveau discours en fait du FN qui, en plus du discours national, développe un discours social. On va prendre soin de vous, on va recréer la France solidaire, on va recréer la France solidaire et homogène. Ça fait partie du programme d'ailleurs, voilà, avec la primauté nationale pour les allocations, pour les embauches. Voilà, cette cohérence et cette logique en fait est beaucoup plus affichée. Ça s'appelle plus 100 grades aujourd'hui, on appelle 100 dents, je crois. Comme quoi, il y a de l'évolution ici. Non, mais justement, l'instrumentalisation de cette parole en fait a été très forte en fait dans les. Il y a une vraie, en plus il y a une vraie aujourd'hui proactivité des militants FN sur les réseaux sociaux. Vous observez en fait. Ils sont plus démagogiques qu'ils ont un programme qui est vide. Enfin, le programme du Front National, il tient en 3 lignes et en 3 lignes qui sont incohérentes. Vous faites une excellente transition avec la suite de mes questions. On va regarder tout de suite un petit sujet signé Menel El Ardari, justement sur le programme du FN, et on revient tout de suite après. Pour séduire les électeurs, le Front National a bien défini ses thématiques. Des thématiques nationales pour les régionales 2015. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, là où Marine Le Pen vise la présidence, la présidente du FN a parlé de l'arrêt de l'immigration et de l'envoi des migrants, ce qui explique en partie la montée en puissance du parti. Au discours sécuritaire, Marion Maréchal Le Pen rajoute l'identité nationale, l'immigration ou encore l'opposition à l'islam. Pour ce qui est des propositions économiques,
Le FN rejette ce qu'il appelle la mondialisation ultralibérale, la dictature des marchés ou le dogme de la concurrence. Il propose une planification stratégique de la réindustrialisation et l'alignement de la fiscalité du capital et du travail. Durant sa campagne électorale, Marine Le Pen n'a pas beaucoup parlé de sa volonté de sortir de l'euro car les entreprises ne jugeaient pas crédibles ses propositions incohérentes sur l'économie selon des partisans du FN. Mais cette volonté est toujours affichée. Sur le site officiel du Front National, le parti dénonce plusieurs points. L'hyper-austérité imposée, l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale et le recul continu de la démocratie au profit des technocrates. En revanche, entre les deux grandes figures du FN, Marion Maréchal Le Pen et sa tante Marine, plusieurs sujets divisent encore, notamment la suppression des subventions au planning familial. Au sein du FN, deux lignes différentes se tracent selon des observateurs. Voilà, alors un tour d'horizon du programme du FN. On a évoqué rapidement tout à l'heure les causes, le concours de circonstances également qui a participé à la victoire du FN. Est-ce que ce programme, notamment, on va commencer par l'économique, est réaliste et réalisable ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Monsieur Aladizi. Moi, en fait, j'ai vu aucun programme. J'ai vu que des termes relevant de la pure langue de bois. Si on parle de libéralisme sauvage, c'est des termes qui mangent pas de pain. Je vois pas de programme économique. C'est une dénonciation de la mondialisation débridée, sauvage, comme on veut, mais sur le terrain, moi c'est de la rhétorique pure, il n'y a aucun argument, oui, aucune argumentation, aucune logique, aucune perspective de mise en œuvre concrète, à part fermer la frontière et revenir éventuellement au franc ou Dieu sait quoi. Je vois aucun point concret qui puisse donner quoi que ce soit. Au moins, le Parti socialiste avait, au temps de Mitterrand, ses 110 propositions. Chirac avait son projet. Même Sarkozy et Hollande avaient un semblant de projet, évidemment, qu'ils n'ont jamais appliqué. Mais là, qu'est-ce que je vois? Rien. On est dans la démagogie, on est dans une espèce de discours soviétique où il y a planification stratégique de l'industrialisation, ce qui ne veut rien dire, et on ferme les frontières. Donc ça, moi, ça me rappelle l'URSS. Monsieur Do. Également ça qui est frappant. Le FN reprend dans son discours économique des items qui sont des items de gauche, qui sont des discours qui ont été développés à gauche, en fait. L'égalisation de la fiscalité entre le travail et le capital, c'est tout à fait, c'est complètement dans le lexique de la gauche, en fait. Quand vous parliez aussi de la réindustrialisation et le plan stratégique, c'est complètement dans un lexique, bon, pour le coup, qui est un peu colbertiste ou national en France, mais aussi un lexique de gauche. C'est très classique de l'extrême droite. Mussolini et Franco employaient les mêmes, et Hitler employait les mêmes arguments. Et au fond, c'est cette alliance-là entre ces thèmes nationaux et ces thèmes socialisants, en fait, qui compose le discours du FN. Maintenant, on voit, et d'ailleurs dans la dernière présidentielle, Marine Le Pen a eu beaucoup de mal, en fait, à défendre notamment son option de sortir de l'euro, excusez-moi. Donc en fait, l'argument qui lui opposait et qui est tout à fait sensé, c'est que si vous sortez de l'euro, en fait, vos dettes, en fait, concrètement, sont en francs. Potentiellement, votre monnaie peut se dévaluer, ce qui vous fait une compétitivité. Mais en gros, vos dettes restent libellées en euros et donc vous payez beaucoup plus de francs pour chaque euro de dette. Donc en réalité, vous surendettez le pays. Et là, il y a une équation qui a été très dure à trouver, en fait, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les cadres du FN aujourd'hui s'expriment beaucoup moins sur cette idée de sortie de l'euro. Et même dans les panels d'électeurs, vous avez un très bon numéro du Nouvel Obs qui est dans les kiosques, avec un panel d'électeurs du FN. Vous sentez bien que il y a le bas blesse sur le programme économique et que les électeurs du FN eux-mêmes, autant sur l'aspect national ou sur l'aspect un peu socialisant, peuvent adhérer. C'est quelque chose, en plus, une rhétorique effectivement qui mange pas de pain et qui des promesses en fait électorales dont on n'est pas forcément comptable. On attend juste d'être élu sur celle-ci. Mais sur l'économie, en fait, ils sont réticents face aux arguments de bon sens qui sont avancés par des économistes, mais aussi il suffit de réfléchir un tout petit peu et mettre 3 calculs bout à bout pour se rendre compte qu'il y a quelques problèmes en fait de cohérence en fait dans cette proposition là, notamment de sortir de l'euro. Donc effectivement, c'est sans doute encore un des talons d'Achille du FN, et c'est là où on se rend compte en fait ce qui a été dit, c'est la simplification absolue du discours face à une mondialisation
mondialisation. Alors on peut critiquer le mot d'Hollande, mon ennemi c'est la finance et je la mettrai au pas, mais en fait quelque part dans les campagnes électorales du FN, il y a cette promesse aussi inatteignable de réguler la mondialisation. Qu'est-ce que Donc ça ceux veut qui dire ont voté pour le FN aujourd'hui, parce qu'ils en quand ont marre du chômage, ils vont vers une grande désillusion aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes aujourd'hui une puissance relativement moyenne économiquement comme la France, de mettre une mondialisation à 190 pays à vos règles à vous? Donc effectivement, là, c'est là qu'il y a des options différentes et des options européennes de la part des partis dits de gouvernement qui semblent un peu plus crédibles économiquement aux Français, même quand ils sont électeurs FN. Mohamed Ezouak. Alors si effectivement on peut dire que le programme est assez exempt, le programme du FN est assez exempt, notamment au niveau économique, ils sont plus dans les petits flashs sur la partie nationale, identité, etc. Sur le côté protectionnisme. Ils reprennent beaucoup d'ailleurs d'idées de la gauche, Mélenchon, sur l'Europe, sur l'euro, etc. Donc ils piochent un petit peu, ils font un petit peu leur... Et ça, justement, vous l'avez cité, c'est Philippot qui se dit héritier un petit peu du courant chevènementiste, qui a fait tout ce travail d'essayer, en tout cas, pas forcément de construire un programme économique consistant, cohérent, ou en tout cas avec de la profondeur, mais qui essaye d'avoir un discours qui se tient. Ils n'ont pas forcément, peut-être pas les cadres suffisamment formés pour établir un vrai programme avec beaucoup de profondeur, mais en même temps, quand on a un débat sur l'économie, un débat politique sur l'économie qui est très superficiel, quand on a de la même façon des sortes de prises de position qui ensuite ne sont pas du tout actées, politiquement ils ne sont pas actés. On a vu avec François Hollande sur la finance, il a fait l'inverse. On a vu aussi, même d'un point de vue démocratique, quand on a le traité de Lisbonne où on demande l'avis des Français, puis finalement on leur donne pas, on passe au-dessus de leur tête. Donc on met de côté toutes les promesses. On met de côté même le processus démocratique pour voter des points importants sur l'Europe notamment. Et forcément, le Front National peut se permettre d'avoir un discours qui est superficiel. Dans un magma justement plein de superficialité, le Front National finalement lui a une autoroute, comme vous disiez M. Azizi, a une autoroute, il va juste balancer quelques flashs. Alors il reste juste, d'ailleurs il y a très peu d'opposition au niveau des hommes et des femmes politiques. Il y a peut-être Mélenchon qui arrive encore dans certains débats, on l'avait vu au présidentiel, à titiller justement Marine Le Pen et les gens du Front National en creusant un peu plus, parce on voit qu'il a un peu plus de bouteilles, il est habitué à ces joutes verbales. Mais il a à peu près les mêmes idées au passage, pas tout, mais il a pas ce côté... pas sur la partie nationale. Non, la partie nationale est anti-musulman, mais sur les idées de fermeture des frontières, de retour à un passé qui n'a jamais existé, glorieux, ils ont à peu près les mêmes idées, comme Chevènement. Donc il y a tout un parti de Français qui vit un peu dans un passé mythique qui n'a jamais existé. C'est pas que les Français, parce qu'on voit ça dans tous les pays du monde quasiment, mais qui est étonnant. Donc on promet une sorte de rêve sans dire aux Français, enfin le Front National promet aux Français de rêver, mais sans leur dire qu'est-ce qu'il y a dans le rêve concrètement et en quoi et surtout le réveil, qui sera un peu plus brutal que le rêve. Monsieur Azizi. Je pense que c'est la définition même d'un parti populiste. Oui. Un parti populiste, ça vend du rêve, et tant que ce parti populiste est dans l'opposition, comme c'est le cas du FN, il peut très bien raconter ce qu'il veut, il peut casser du sucre sur le dos des autres partis qui eux, au moins, ont fait l'expérience du pouvoir et qui ont échoué, mais lui, il peut raconter ce qu'il veut. Mais finalement, à vous entendre, une question peut-être un petit peu provoque, est-ce qu'il ne faut pas que le FN prenne le pouvoir et soit dans l'exercice du pouvoir pour montrer concrètement ce qu'il peut faire ou pas, pour que soit enrayée la machine? Oui, je pense que à mon avis, c'est ce que je vois un peu sur je peux prendre aussi l'exemple de certains pays, certains partis islamistes, par exemple, qui n'ont pas d'expérience, qui ont fait dans la surenchère, qui ont fait dans le discours identitaire et tout ça, et quand ils sont aux commandes, voilà. Après, il faut trouver des réponses concrètes et précises à certaines problématiques qui sont là. Et tout de suite, on voit le hiatus entre le discours
de séduction et la réalité du terrain. pratique. Et je pense qu'il faut ça revient à dire, j'ai peur de l'incendie, donc je vais mettre le feu à la maison moi-même. Ouais, vous me pardonnez d'être un peu insolent. Mais... Après, si on essaie de se distancier même par rapport à ce qu'est la nature du FN, au fond, le FN a été longtemps un parti qu'on appelle classiquement, en sens politique, tribunicien. C'est-à-dire, en fait, je critique, mais j'ai pas vraiment envie d'arriver au pouvoir. C'était un peu... Finalement, Jean-Marie Le Pen incarnait très bien ça. On se demande à quel point même il voulait réellement arriver au pouvoir. Au fond, il s'en gardait bien. Mais il incarnait cette clientèle, il avait cette clientèle électorale et qu'il utilisait en disant « moi, j'en ai marre, je vote Le Pen ». En fait, en réalité, c'est vrai que on peut se poser la question de la transformation du FN en parti de gouvernement. Est-ce que le FN en a la capacité, on a les cadres, en tout cas, il en affiche la volonté. Et les nouveaux cadres, tels que Philippot, dont on a déjà cité au moins 3 ou 4 fois le nom, est un énarque en fait. En réalité, il est exactement de la même facture, en tout cas en termes scolaires, que les gens qu'il critique au gouvernement aujourd'hui. Donc en fait, il y a sans doute une mutation. Si effectivement le FN arrive au pouvoir dans certains exécutifs régionaux, et on a quand même vu qu'ils n'avaient pas de programme régionaux exprimés, ils ont gagné cette élection, ce premier tour, sur des thématiques nationales. Mais s'il arrive à assumer le pouvoir dans des exécutifs régionaux, il sera en position il devra faire des arbitrages. Il devra aussi quelque part nuancer son discours ou trouver des compromis en fait avec les réalités. Et donc là, c'est un nouveau test en fait, en réalité, pour le parti. Est-ce qu'il est en capacité de le faire? Est-ce qu'il va s'affronter à des réalités trop dures et devoir avouer en fait le fait qu'il ne peut pas trouver de solution meilleure que ce qui existe déjà? Mais le FN a dirigé ou dirige encore, c'est le cas de Robert Ménard, des mairies. Quel est le résultat concret de ces directions? Il y a des élus FN municipaux qui sont réélus en fait en réalité. Mais est-ce qu'ils affichent des résultats politiques, économiques positifs? Alors ils arrivent à se faire réélire. Et il y a aussi une dynamique qui est à l'œuvre, je crois, notamment dans le sud-est, qu'on voit dans certains quartiers de Marseille, dans certains arrondissements de Marseille, par exemple. Le FN a récupéré des mairies d'arrondissement. Et il y a déjà des façons aussi de préempter certaines attributions, par exemple des compétences de distribution de logements sociaux, par exemple. Il y a une façon déjà d'investir les petits lieux de pouvoir en fait qui se créent dans ces exécutifs et de les utiliser pour se créer en fait finalement aussi une base électorale et des obligés et des façons de répartir et de rendre des services en réalité à la population ou à une certaine clientèle électorale. Donc en fait il y a déjà une mutation peut-être en réalité dans certaines expériences de la gouvernance FN localement. Il y a peut-être quelques mutations qui impliquent qu'en fait qu'il arrive en fait à faire ce gap et à gérer un exécutif local. Maintenant, à gérer une région, c'est beaucoup plus exposé. Maintenant, vous avez vu que les régions se sont regroupées, c'est des budgets beaucoup plus importants, c'est beaucoup plus visible nationalement, et ce sera un test d'une autre nature. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit notre ami politologue, c'est que, l'induit en tout cas, c'est que là, ce ne sont que des régionales. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas majeur. Ils vont avoir, pour les régions qui vont être aux mains du Front National, elles auront une majorité faible. Ils n'auront pas une majorité écrasante, donc ils seront obligés, comme vous le disiez tout à l'heure, de composer. Donc ils ne vont pas pouvoir faire leurs mesures outrancières de « je vire tous les Arabes, j'interdis l'avortement », enfin des choses qui sont des choses du ressort de décision nationale. Le vrai danger est à la présidentielle et aux législatives qui suivront la présidentielle ou qui la précéderont. Pour le moment, moi je pense que ça peut être intéressant de les voir patauger dans une semoule, si vous me pardonnez l'expression, politique et administrative de laquelle ils n'ont pas idée. Faut pas se leurrer, il y a des cadres et des énarques et des gens aujourd'hui qui sont dans la fonction publique française qui se rallieront et qui iront travailler avec eux. Ça s'est passé sous Vichy, ça s'est passé sous n'importe quel gouvernement. Donc ça, je me fais pas d'inquiétude. Alors, à défaut de pouvoir peut-être avoir un vrai programme économique et à défaut de pouvoir vraiment avoir des résultats concrets, est-ce que l'arrivée du FN ou la victoire du FN ne va pas impacter très fortement l'appréhension ou la manière d'appréhender les questions d'identité, la place de l'islam, la question de l'immigration en France, puisque c'est aussi là le dada du FN. Quelles conséquences pour le vivre ensemble et pour la gestion de la diversité en France aujourd'hui ?
Au niveau des régions, je pense pas que ça va changer grand-chose. De toute façon, le débat sur les élections régionales... Mais au niveau du discours, là je ne parle pas des résultats concrets en termes de politique publique, mais en termes de discours et l'impact, j'allais dire, psychologique de cette victoire. De toute façon, le Front National, le discours du Front National s'est diffusé déjà depuis de nombreuses années. Il y a eu, il ne faut pas oublier aussi, il y a eu quand même une compromission dès 98, une compromission, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait une compromission de la droite avec les premières flambées au niveau électoral, au niveau du FN, notamment Alpes-Maritimes, région Rhône-Alpes, etc. Où on a vu par exemple un Christian Estrosi qui maintenant d'ailleurs, je crois que ses affiches c'est le résistant. Apparemment il veut faire barrage alors qu'il a collaboré quand même en 98, il voulait être élu numéro 2 sur la liste, je crois, de Le Chevalier. Donc la droite voulait s'allier avec l'extrême droite et l'UDF d'ailleurs a un peu implosé en raison de ça. Donc on voit très bien que ce discours a essaimé tout au long de ces 15 dernières années avec des pics comme on a eu avec Sarkozy. Alors après ça s'est un petit peu calmé avec François Hollande, mais on voit très bien que le débat sur l'islam, l'islamophobie de manière générale, les débats sur l'immigration, les réfugiés qui aujourd'hui redeviennent des sujets phares au niveau du débat politique en France. On a évidemment les sparring partners, un peu médiatico-intellectuels, je ne vais pas dire pseudo-intellectuels, médiatico-intellectuels qui trustent les plateaux et qui écrit des ouvrages pour dire qu'avant c'était mieux et qu'il faut virer tous les étrangers. Donc on voit très bien que ça y est, les régionales ne changeront rien là-dessus. Le succès montrera juste que finalement c'est pas si mal, c'est pas borderline de voter Front National, c'est plutôt mainstream. Là aujourd'hui c'est mainstream quand on a les deux meilleurs scores au niveau des régionales, c'est les deux régions, c'est le Front National qui est le seul parti à avoir dépassé 40%, atteint 40%. Les autres arrivent, quand ils sont premiers, ils arrivent à 30% maximum. Donc on voit très bien qu'il y a un vrai raz-de-marée, là il faut vraiment parler de raz-de-marée, et donc c'est l'idéologie ou le courant mainstream au niveau électoral, et donc peut-être pour les présidentielles, ils se diront finalement oui, pourquoi pas casser la baraque, comme je disais tout à l'heure, voter FN, voter Marine Le Pen, pour pouvoir changer, parce qu'on en a assez des politiques traditionnelles qui nous promettent beaucoup, mais qui n'agissent pas beaucoup. Monsieur El Azizi ? À mon avis, il faut quand même rester un peu raisonnable. On essaie de présenter le FN aujourd'hui comme le grand champion de l'islamophobie, de la rébellion contre l'ordre établi, de la diffusion des idées extrémistes, anti-musulmans, anti-immigrés, anti-migrants, etc. Mais en fait, c'est toute l'Europe, toute la société française qui est traversée par ces idées-là. Ce n'est plus l'apanage du Front National et d'un Front National qui va présenter ses idées et ses préférences aux Français qui, eux, vont se dire « Ah je pense comme je vote FN parce que, c'est ça, je pense comme le FN. » En fait, c'est comme si le FN se retrouve à un moment de son histoire avec du pain béni. Des attentats qui poussent à l'islamophobie, une situation incroyable au Moyen-Orient qui fait que nous avons des millions on parle de milliers, mais ils seront des millions de migrants qui vont arriver à la porte de l'Europe. Donc, quelque part, le FN va juste se baisser pour ramasser les fruits, c'est ça, si on veut faire une allégorie.
Alors, sur les prospectives, il nous reste 2 minutes pour conclure. Une question sur d'où peut venir le sursaut. Est-ce que les alliances suffiront pour endiguer le FN, ou est-ce que c'est aussi une problématique européenne sur laquelle l'Europe doit se pencher? On a beaucoup de partis d'extrême droite qui connaissent la même progression en Europe. Donc, est-ce que c'est une problématique française qu'il faut traiter seulement avec les alliances en France, ou est-ce que c'est une problématique qui dépasse la France et sur laquelle l'Europe doit se pencher? Alors, Olivier Daud. il y a 2 questions finalement. Il y a la thématique des alliances. D'un point de vue d'un calcul politique ou électoral, probablement le FN arrivera à diriger 2 régions. La région du Nord et la région PACA. Et la droite et la gauche arriveront à diriger les autres régions. Maintenant, sur la question, il faut aussi donner une petite note d'optimisme en fait. Dans les territoires qui ne votent pas FN, en fait, en réalité, ou qui votent beaucoup moins FN, en réalité, ce sont les territoires où il y a la plus grande mixité d'origine, où il y a la plus grande mixité sociale. Et donc, en fait, pour vous donner une note d'optimisme, en fait, finalement, les gens qui votent FN sont ceux qui fréquentent pas, en fait, en réalité, des quartiers dans lesquels il y a des diversités d'origine, en fait. Donc, les gens qui savent vivre dans ces quartiers-là, en fait, en réalité, se posent beaucoup moins la question de est-ce qu'il faut un kebab au coin de la rue, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on a le droit de se balader en djellaba, est-ce qu'il faut un voile ou pas un voile. Je suis quand même frappé que la France aussi soit un pays qui depuis 25 ans se pose la question de est-ce qu'il faut un voile sur la tête des filles ou pas musulmanes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait d'éclaircissement du débat qu'il faut porter. Mais la note en tout cas positive, c'est que la mixité, elle vit bien en France en fait en réalité. Voilà, ce soir, nous aurons donc parlé de la victoire du FN, mais on aura terminé quand même sur une note positive. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur Medi 1 TV. Après le JT, rendez-vous avec Medi 1 Investigation, avec un document exceptionnel. Ce soir, on remonte la piste Belaïrich aux prémices du terrorisme mondial. C'est tout à l'heure sur Medi 1. Je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous demain pour un nouveau 60 minutes pour comprendre.